Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 111 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Camille Park. Bonjour Camille. Bonjour Nicolas. Alors Camille, vous êtes professeur certifié d'histoire et géographie et doctorant en histoire contemporaine à l'Université de Limoges et au Centre de recherche interdisciplinaire en histoire, histoire de l'art et musicologie, le CRIAM, sous la direction de la professeure Soisic Villerbu. Votre thèse, qui est donc en préparation, est intitulée « Journaux et journalisme pendant la guerre de sécession ». Donc, votre corpus journalistique, c'est l'abeille de la Nouvelle-Orléans, le Memphis Daily Appeal, le Daily Missouri Republican et le Evansville Daily Journal. Vous m'excuserez pour l'accent anglais qui n'est pas aussi bon, j'imagine, que celui de Camille. Donc, ça porte votre thèse sur les pratiques journalistiques en temps de guerre à travers l'étude de la vallée du Mississippi et de l'Ohio dans un territoire qui est un territoire frontière entre esclavagisme et État libre et donc aussi un territoire frontière entre, pendant la guerre, Union et Confédération. Alors aujourd'hui, on va partir dans ces États-Unis du 19e siècle, on va être un tout petit peu avant la guerre de sécession, on va parler bien sûr d'esclavage, d'esclavagisme, sur une série qui est The Good Lord Bird. Alors Camille, pour commencer, faites-nous la présentation et le pitch de la série, s'il vous plaît. Oui, très bien. Alors, The Good Lord Bird, l'oiseau du bon Dieu en français, c'est une mini-série américaine en 7 épisodes qui est consacrée à la vie de l'abolitionniste John Brown aux dernières années de sa vie. Elle a été diffusée en 2020 sur la chaîne américaine Showtime et en France, elle était disponible sur Canal+, depuis janvier 2021. Elle est en ce moment disponible en streaming sur MyCanal. C'est l'adaptation d'un roman qui a été publié en 2013 aux États-Unis et 2 ans après en France de James McBride, The Good Lord Bird. Cette série, elle doit beaucoup à son acteur principal, Ethan Hawke, qui joue justement John Brown. Il en est le scénariste, le co-scénariste et le producteur. C'est un projet, il l'a dit dans beaucoup d'interviews, qui tenait beaucoup à cœur. On retrouve aussi à la distribution Joshua Caleb Johnson, qui joue le rôle d'un personnage fictif qui a été rajouté dans le roman et dans la série, qui s'appelle donc Henry Shackelford, qui va être appelé tout au long de la série Onion ou Échalote en VF, et qui, on en reparlera, mais est un jeune esclave libéré par John Brown et qui va le suivre tout au long de ses pérégrinations. C'est une mini-série qui a été beaucoup appréciée, qui est une adaptation fidèle du roman, qui lui aussi avait été assez populaire et assez récompensé. Donc Camille, sur la présentation maintenant plus en détail du pitch de cette série, qu'est-ce qu'on peut en dire véritablement? Quels sont les acteurs principaux là aussi? Dites-nous tout. Est-ce que aussi, vous avez dit que c'est tiré d'un roman, est-ce que selon vous qui avez vu la série, est-ce que la réalité fictionnelle est proche et valable par rapport à la réalité romanesque? Oui, alors cette série, elle nous plonge au tout début dans le Missouri de l'année 1856 et dans le Kansas de cette année-là. On retrouve John Brown qui va donc libérer ce jeune esclave échalote qui va, sur un malentendu, le prendre pour une jeune fille et qui va l'entraîner dans la lutte qu'il mène contre les esclavagistes du Kansas avant de l'entraîner dans un assaut d'une envergure bien plus importante qu'il prépare en 1859 sur l'arsenal fédéral d'Harper's Ferry pour initier une révolte d'esclaves. On va croiser au fil de la série tout un tas de personnages historiques. On va croiser notamment l'abolitionniste Frédéric Douglass. On en reparlera longuement de la manière dont il est représenté dans la série. On va aussi croiser une autre figure très connue de l'abolitionniste qui est Harriet Tubman, qui joue elle aussi un rôle dans cette
assaut sur Harper's Ferry, en tout cas dans sa préparation. La réalité historique est plutôt bien représentée. On va voir qu'il y a un vrai travail de reconstitution de la vie de John Brown, mélangeant des éléments fictionnels qui sont apportés évidemment par la présence d'Onion, mais qui montrent quand même de manière assez crédible l'ambiance qui régnait dans ces années qui précèdent la guerre de sécession, avec évidemment une alliance assez habile, je trouve, des éléments de fiction qui vont être apportés pour justifier les échecs de Brown et son échec final, qui va conduire à sa mise à mort, sans spoiler trop la série. Mais c'est assez bien amené puisque ça éclaire aussi un certain nombre de points sur lesquels les historiens sont peut-être un peu moins renseignés. Il y a eu beaucoup d'écrits qui ont été faits sur cet assaut, etc. Mais il y a un épisode notamment qui est le premier mort lors de cet assaut sur Harper's Ferry, qui est un Africain-américain. Ça a été beaucoup raillé par les sudistes et les esclavagistes en disant que la grande libération des esclaves menée par Brown a fait une première victime qui était un Africain-américain. Et bien ça, c'est assez habilement amené, je trouve, dans la série pour expliquer ces éléments historiques-là. C'est aussi une série qui fonctionne, hein, je le disais tout à l'heure en introduction, grâce à ses acteurs et en particulier celui qui joue le rôle de John Brown, c'est donc bien sûr Ethan Hawke, qui est aussi à la fois acteur et producteur de la série et qui donne un certain charisme au personnage. Mais il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui, on a aussi donc Joshua Caleb Johnson qui va jouer donc le second personnage principal, qui est assez extraordinaire, je trouve, dans le rôle, qui joue très très bien. Il a une interprétation, je trouve, du personnage qui est peut-être un peu plus attachante que dans le livre, en tout cas plus dans l'émotion que dans le livre, et qui rend très très bien. Il y a une très bonne alchimie entre les deux. Dans le rôle de Frederick Douglass, on va aussi avoir un acteur qui joue extrêmement bien, qui apporte vraiment, je trouve, un côté comique et qui montre toute la comédie qui va être liée autour du personnage de Frederick Douglass, qui est David Diggs. Et on va retrouver aussi toute une distribution de personnages secondaires, notamment pour jouer les enfants de John Brown ou pour jouer un esclave que va rencontrer Onion, qui va prendre la fuite avec elle, qui est Bob, qui est joué par Hubert Point du Jour, qui là aussi a une place peut-être un peu plus importante que dans le roman. En tout cas, il est présent davantage et qui a une très bonne interprétation. Il y a vraiment un casting qui est de qualité pour cette série. The Good Lord Bird, c'est une série qui donc montre cette Amérique pré-guerre de sécession, dans ces quelques années juste avant ça, et qui montre surtout la figure de ce fameux John Brown, qui est considéré aux États-Unis comme du grande figure de l'abolitionnisme. Et cette série, c'est vraiment un biopic sur lui, puisqu'elle représente ces dernières années. Alors, ici en France, il est peut-être moins connu. Donc, est-ce que vous pourriez, à travers la série, nous le présenter, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, John Brown, il est né en 1800 dans le Connecticut et il est mort après les événements qui sont représentés dans la série en décembre 1859. Il est représentatif de ces classes laborieuses de pionniers qui vont aller vers l'Ouest américain et qui vont se retrouver impliqués dans les luttes contre l'esclavage. Il devient anti-esclavagiste à peu près dans les années 1846, donc une dizaine d'années avant les événements qui nous sont présentés dans la série, notamment grâce au contact de Frederick Douglass. Et c'est vraiment lorsqu'il va s'installer dans les territoires du Kansas qui sont en train d'être incorporés dans l'Union, on en reparlera, qu'il va radicaliser son combat contre l'esclavage, puisque le territoire va être l'objet vraiment d'une lutte assez importante entre esclavagistes et abolitionnistes. Il va être très connu aux États-Unis pour le radicalisme de sa posture.
il va assumer pleinement, on le voit dans la série, qu'il est nécessaire d'être violent pour mettre un terme à l'esclavage. Cette violence, on la retrouve au Kansas et dans le Missouri, où il va être responsable de massacres d'esclavagistes qui sont assez bien représentés dans la série. Cette violence, elle est aussi parfaitement assumée lors de l'assaut sur l'arsenal d'Harper's Ferry. Et il est présenté parfois de manière un peu rapide, et la série joue beaucoup là-dessus, comme l'homme ayant déclenché la guerre de sécession. Évidemment, c'est plus compliqué que ça, mais l'attaque qu'il mène sur Harper's Ferry est en tout cas un des prémices de ce conflit qui va éclater entre Nord et Sud quelques mois après, une petite année après. Et pourtant, cette figure de John Brown, c'est une figure qui est emblématique, mais qui est de plus en plus contestée aujourd'hui, de par sa violence notamment, mais qui est contestée par une historiographie récente de la guerre de sécession et de ces mouvements abolitionnistes. Alors, est-ce que vous pourriez revenir là-dessus et justement nous dire, est-ce que la série colle plutôt à cette analyse récente des historiens, ou est-ce qu'au contraire, elle est restée sur une certaine image plus ou moins mythique et mythologique quasiment de John Brown? Alors effectivement, cette image de John Brown, elle va être très clivante dès évidemment les actions qu'il va mener à Harper's Ferry et avant. Il est bien évidemment diabolisé par le Sud, qui réclame sa mise à mort, qui va réclamer un châtiment, qui va maudire son action. Dans le Nord, les réactions sont plus mesurées. Dans un premier temps, les républicains, qui sont le parti abolitionniste, vont être assez mesurés à l'approche de l'élection présidentielle. Lincoln va se désolidariser justement de la violence de son action. Mais comme le montre assez bien la série dans son dernier épisode, sa condamnation à mort, elle va en faire un réel martyr de la cause abolitionniste. On va avoir des hommages qui vont lui être rendus, des prières, des discours à sa gloire qui vont être prononcés dans le Nord, ce qui va attiser de la rancœur et le ressentiment du Sud. Pendant la guerre de sécession, son image est encore utilisée. Les événements sont très présents dans les esprits. Par exemple, il va être beaucoup utilisé dans la presse sudiste que j'étudie dans le cadre de ma thèse pour diaboliser Lincoln. Beaucoup de journaux sudistes vont faire le parallèle entre les deux, vont dire avec Lincoln, c'est John Brown qui arrive à la Maison-Blanche, ou Lincoln devrait subir le même sort que le vieux John Brown, etc. Et c'est vraiment après la guerre que les historiens vont pouvoir, au fur et à mesure, se réapproprier son image, notamment dans la seconde moitié du XXe siècle, où là, dans un premier temps, il va être présenté sous un jour assez sympathique dans la figure de la lutte pour les droits civiques des Africains américains. Mais c'est le 11 septembre qui va changer cette approche de nombreux historiens, où là, la question de la violence de son action, effectivement, elle est vraiment remise au cœur de l'analyse. John Brown est comparé par certains historiens, ou en tout cas la question se pose à certains terroristes. On va dire que cette peur qu'il essaye d'insuffler chez les esclavagistes, les massacres qu'il commet, serait peut-être une manifestation d'actes de terrorisme. C'est une théorie qui a été assez étudiée et qui a été contestée, notamment par Nicole Hutchinson, une historienne américaine, qui appelle à bien faire la distinction entre ce qui relève du terrorisme comme on l'entend actuellement et de ce qui était à l'époque surtout considéré comme de la guérilla. Elle dit que la question de savoir si John Brown est un terroriste ou pas est assez anachronique, parce que lui-même déjà se considère comme un chef d'une guérilla abolitionniste, il se fait appeler capitaine d'ailleurs, et ces actions violentes, elles sont souvent menées en représailles d'actions violentes menées par les esclavagistes. Par exemple, les massacres qu'il commet dans le Kansas sont menés suite au massacre de la ville de Lawrence, à la mise à sac en tout cas de cette ville de Lawrence, une ville abolitionniste au Kansas qui avait été attaquée par les esclavagistes. La série, je trouve, elle porte un regard assez nuancé sur la violence de Brown. Elle pose la question de sa justification. On a Frédéric Douglass qui condamne
plus ou moins cette violence, qui ne veut pas participer à cette violence, même si à la fin de la série, il va finir par dire voilà, que John Brown a fait beaucoup pour la cause de l'abolition de l'esclavage et plus que lui aurait pu en faire. Et la série, elle nuance cette violence en la montrant de manière assez crue, mais en la présentant aussi comme n'étant pas une violence aveugle. On le voit lors de la prise d'otages dans l'arsenal. Les otages, ils sont presque pris en otage par hasard. Au départ, aucun mal ne va leur être fait. Même le personnage du colonel Washington, qui est assez détestable, aucun mal ne lui est fait. Et lorsqu'il y a des victimes, c'est en réaction aux tirs des esclavagistes ou alors des victimes qui sont presque tuées par accident. On avait parlé tout à l'heure brièvement de l'homme du train. On a aussi le personnage du maire qui va être pris dans un feu croisé. Mais voilà, c'est une violence qui est rarement aveugle. Et la série elle retranscrit assez bien ces différentes images qu'on a de John Brown, qu'il est présenté de manière quand même très positive dans la série. Enfin, le personnage est assez attachant, mais on voit aussi qu'il est capable de passer d'une certaine sympathie, comme lorsque dans l'épisode 6, il libère des otages, à une violence très, très crue et très froide, très rapidement. Mais en même temps, la série, elle met en avant ce qui a fait aussi la renommée de John Brown. Par les sudistes, il était vraiment présenté comme fou, et ça ressort beaucoup dans la série, c'est un ressort comique qui est très utilisé, c'est comme ça qu'il nous est plus ou moins introduit, et cette folie, la série parvient à la justifier par son désir d'égalité. Il le dit d'ailleurs lui-même, hein, il dit que dans l'épisode 6, justement, on lui dit voilà, qu'il est fou, qu'il faut qu'il se rende, il dit qu'il est sûrement la personne la plus saine d'esprit dans le coin parce qu'il est le seul à lutter contre l'esclavage. Et la série arrive à faire quand même une sorte de synthèse entre ces différentes images qu'on a de John Brown, qui est présenté, on le dit à la fin de la série, c'est à la fois un assassin, un saint, un prophète et un fou. Mais la série, elle choisit en tout cas de nous montrer l'image d'un John Brown comme épris de justice. Et c'est sur ça qu'elle va fonder tout son personnage. Ce qui est aussi intéressant, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant dans la suite de cet entretien, Camille, c'est que on peut appréhender avec cette série cette Amérique pré-guerre de sécession pour comprendre beaucoup mieux comment ce pays a basculé en quelque temps dans une guerre qui va faire des centaines de milliers de victimes, qui va cliver un pays en deux, durablement d'ailleurs, hein, avec une image qui va durer longtemps, surtout dans le sud. Et ça, c'est très intéressant de comprendre ces événements, avec en particulier le premier, vous avez commencé à l'évoquer avec nous à l'antenne, c'est le Bleeding Kansas. Alors, expliquez-nous un petit peu tout ça, tout ce contexte qu'il y a dans ce sud des États-Unis, à quelques années, à quelques mois de la guerre de sécession, comme on peut le voir dans The Good Lord Bird. Oui, effectivement, la série, elle s'ouvre sur les événements du Bleeding Kansas. C'est le Bleeding Kansas, on pourrait dire une petite guerre civile à l'échelle d'un État entre abolitionnistes et esclavagistes. Pour comprendre ce qui va se jouer dans cet État, il faut qu'on remonte un petit peu plus loin. Depuis le compromis du Missouri, en 1820, l'Union avait décidé qu'il y aurait une séparation entre État libre et État où l'esclavage est pratiqué. Et cette séparation, ce serait la frontière sud de l'État du Missouri, qui est l'État voisin du Kansas. Mais en 1850, l'admission de l'Union dans l'Union de nouveaux États comme le Kansas, qui devrait, du coup, parce qu'il est situé au-dessus de cette frontière sud du Missouri, être admis dans l'Union comme un État sans esclavage, va être bloqué au Congrès américain, qui doit ratifier l'admission de ces États, par les esclavagistes sudistes qui ont peur qu'avec l'élargissement des États membres de l'Union, l'esclavage soit beaucoup trop dilué face aux États dits libres et qu'ils perdent leur domination sur l'Union. Une nouvelle doctrine va leur être mise en place dans cette décennie 1850 par un sénateur qui est assez connu, qui se présentera contre Lincoln à la présidentielle de 1860, c'est Stephen Douglas.
et il met en avant ce qu'il va appeler la souveraineté populaire, c'est-à-dire qu'il laisse le choix aux habitants du Et cette souveraineté populaire va déchaîner la violence au Kansas entre les partisans de l'esclavage et les partisans de l'abolition. La série, elle s'ouvre à l'été 1856 et c'est un été qui va être vraiment l'épicentre de ces événements du Bleeding Kansas. On a un pic de violence très important à la frontière entre le Kansas, donc qui va être admis dans l'Union, et le Missouri, qui est un État esclavagiste, lui, pour le coup. Et beaucoup de Missouriens esclavagistes vont passer la frontière, passer au Kansas pour lutter, pour imposer l'esclavage, afin de protéger l'esclavage dans leur propre État. Ils partent du principe que si le Kansas est un État où l'esclavage ne se pratique pas, ce sera beaucoup plus dur de contrôler les esclaves en fuite, ce sera beaucoup plus compliqué de lutter contre les abolitionnistes. Donc ils veulent vraiment que le Kansas reste dans le camp esclavagiste, ou passe dans le camp esclavagiste plutôt. Et ça va donner des conflits très violents, hein. On va voir cette guérilla entre miliciens esclavagistes et abolitionnistes, les massacres qui vont être commis par les deux camps, qui montrent toute la radicalité du combat contre l'esclavage. La série, elle montre notamment dans son premier épisode les combats que va mener John Brown, justement, lors de la bataille de Blackjack, pardon, où il se bat contre des esclavagistes, il les capture même en échange de la libération de ses fils. C'est donc un premier épisode qui est assez fidèle historiquement à la vie de John Brown et aux événements du Bleeding Kansas, même si, et c'est ce qu'on disait, il y a des éléments de fiction qui sont rajoutés pour dramatiser quand même l'ensemble. Il y a la mort, par exemple, de son fils Frédéric sur fond de trahison, qui est là assez beaucoup plus fictionnel, mais cet épisode 1, il a aussi le mérite de montrer que le conflit, ce n'est pas qu'un conflit pour l'esclavage, c'est majoritairement un conflit pour ou contre l'esclavage, mais c'est aussi un conflit économique entre des colons qui veulent aussi s'approprier des terres. Et l'épisode 1 le montre bien. Il y a cette scène où Henry se cache après avoir fui le camp de John Brown et il tombe sur un début de pendaison par des chemises rouges esclavagistes et on se rend compte qu'en fait, celui qui doit être pendu, il ne l'est que pour qu'un des esclavagistes ne s'approprie ses terres. Et ça, c'est aussi une dimension très importante. C'est aussi un conflit économique, en plus d'être un conflit destiné à savoir si oui ou non l'esclavage doit être pratiqué dans l'État. Et ça nous montre bien la situation particulière de ces États qui sont vraiment charnières entre un Nord plutôt abolitionniste, même si on le verra, il y a aussi des courants différents d'abolitionnisme et on ne peut pas les aborder d'une manière très unitaire, et un Sud esclavagiste. Leur opposition se joue d'abord dans ces États-là avant de se généraliser avec la guerre de sécession. C'est effectivement, peut-être qu'ici, en Europe, en tout cas, de l'autre côté de l'Atlantique, on n'a pas conscience de la violence, vous l'avez dit, de ces événements qui ont précédé véritablement cette guerre de sécession. On comprend bien en regardant The Good Lord Bird que finalement la guerre n'est pas arrivée par hasard, qu'il y a eu beaucoup d'événements qui l'ont précédé, vous l'avez dit, d'événements violents, d'attaques violentes. Et c'est ce qu'on voit par exemple dans la série avec l'épisode d'Harper's Ferry, par exemple. Oui, exactement. L'épisode d'Harper's Ferry, il est vraiment central puisque il y a eu des révoltes d'esclaves auparavant, mais il symbolise vraiment, cet événement d'Harper's Ferry, une peur très profonde de la part des esclavagistes, qui est cette sorte de collusion entre les esclaves d'un côté, mais aussi les abolitionnistes blancs, et le fait qu'ils vont se réunir contre l'esclavage. C'est un des éléments centraux de la série, c'est de montrer toute cette peur du système esclavagiste et tout ce que déploie ce système esclavagiste pour essayer d'empêcher la révolte des esclaves. Harper's Ferry, c'est une bonne majorité de la série. Les événements du Bleeding Kansas, on en parle dans le premier épisode. Dans le deuxième épisode,
Oignon et Brown sont séparés, donc ils sont dans le Missouri, mais là, on s'est surtout concentré sur la vie d'Onion et Harper's Ferry, la préparation de l'assaut, puis ses conséquences, va occuper le reste des épisodes. Les combats, ils sont décrits assez fidèlement. On a près de 2 épisodes qui sont consacrés exclusivement à ces combats-là. Le récit, on l'a dit, donc, est parfois un peu romancé avec cet épisode d'échalote qui oublie de transmettre un mot de passe Jésus est en marche à Brown, et ce qui cause voilà, tout le déraillement du projet et du plan de Brown. Mais la série, elle montre vraiment cette peur des esclavagistes qui transcrit un vrai contexte historique à l'époque. On est dans une décennie fin 1850, début 1860, où depuis le début du 19e siècle, il y a eu l'insurrection réussie des esclaves à Saint-Domingue et la proclamation de la République d'Haïti, ce qui est un repoussoir terrible pour les sudistes et les esclavagistes. On a eu aussi les abolitions atlantiques de la traite et de l'esclavage par le Royaume-Uni et la France dans la première moitié du siècle. Et donc, les esclavagistes américains se sentent vraiment menacés à l'extérieur par ces nations-là, mais aussi par la montée d'un mouvement abolitionniste aux États-Unis, dans le Nord notamment, qui leur fait vraiment craindre ce ralliement des esclaves aux abolitionnistes. Et c'est d'ailleurs le but de Brown, c'est d'attirer à lui, par sa prise d'Harper's Ferry, les esclaves de la région et d'essayer de lever une armée contre l'esclavage. Et cette peur, elle va amener les esclavagistes à chercher de plus en plus, au cours de la décennie 1850, la protection de l'État fédéral, ce qui est assez bien montré dans la série. On a le personnage de Jeb Stuart qui intervient à plusieurs reprises au nom de l'État fédéral, et à chaque fois, c'est quand même pour se poser contre Brown et plutôt en protection de l'esclavage et des lois qui autorisent encore l'esclavage. Et cette tentative de se rapprocher de l'État fédéral par les sudistes et par les États esclavagistes, elle va exacerber là aussi les tensions entre les États qui autorisent l'esclavage et les États qui ont interdit l'esclavage, et ces tentatives, elles vont progressivement disloquer l'Union, puisque chaque camp va essayer de prendre le dessus sur l'autre. Cette peur de la révolte des esclaves, qui est démontrée par Harper's Ferry, on la retrouve aussi dans l'épisode 2, qui, je trouve, est assez fascinant de ce point de vue-là, pour montrer vraiment le quotidien d'une ville esclavagiste. Cet épisode, il s'appelle Un odieux complot, et il montre que si Harper's Ferry, c'est un événement de bruit, un événement à la portée nationale, cette peur des esclavagistes, elle est beaucoup plus diffuse, puisqu'elle concerne aussi les esclaves qu'il côtoie au quotidien. C'est-à-dire que l'esclave va être admis dans l'intimité de ses maîtres, et on a une vraie psychose contre des actes criminels qui pourraient être commis à plus petite échelle. Et c'est mis en avant beaucoup dans les journaux du Sud, y compris pendant la guerre de sécession. On a des articles très longs, très sensationnalistes sur des faits divers d'esclaves assassinés par leurs maîtres, etc. Et de ce point de vue-là, l'épisode 2, il démontre bien ça, cette peur du complot domestique. On a le personnage de Sibonia qui est arrêté avec un certain nombre d'autres esclaves, puisqu'elle avait préparé une attaque sur la ville où se trouve Onion à ce moment-là. Et on voit bien toute la paranoïa qui règne alors dans la ville face à cette tentative d'attaque. Et en cela, la série et les événements d'Harper's Ferry montrent bien la violence qui se joue à ce moment-là. Et puis, ce qui est très intéressant quand on regarde la série aussi, c'est de regarder ce qu'il y a autour, le cadre, la toile de fond, j'allais dire. Et la toile de fond, on parle de violence depuis tout à l'heure, la violence dans les deux camps, véritablement, et dont John Brown n'est pas le dernier là-dessus aussi. Mais ce qui est aussi intéressant pour bien comprendre, encore une fois, le contexte, c'est la violence du système esclavagiste qui transparaît dans ces États du Sud à travers la série. Oui, exactement. La série, elle ne se concentre pas principalement sur le fait de faire une chronique de l'esclavagisme à l'époque, de l'esclavage à l'époque, mais elle va vraiment, en toile de fond, montrer
la violence qu'exercent les esclavagistes sur les esclaves. On a cet épisode 2 qui montre la violence de la réaction face à la menace du complot de Sibonia et de ses complices. Ils sont pendus après un simulacre d'enquête. On la menace aussi, on la menace de la lyncher, etc. Et dans les faits, ces suspicions de révolte ou de crime, ils sont très souvent suivis du lynchage des esclaves concernés. On a aussi la violence qui s'exerce sur les corps des esclaves. On a le personnage de Paille qui est une prostituée et qui essaye de survivre tant bien que mal. Le contrôle aussi des déplacements des esclaves. On a besoin de laisser passer d'un mètre pour se déplacer. Il y a des contrôles récurrents par les milices, etc. Et on voit que toute cette violence de l'esclavage, elle entraîne une vraie résilience de la part des esclaves qui vont tenter d'améliorer leur situation, qui vont mettre en place des stratégies de survie face à cette violence. Par exemple, Paille, l'épisode 2 nous montre qu'elle a profité du complot de Sibonia pour essayer d'améliorer sa situation en dénonçant ce complot-là. Et la série, pour le coup, selon moi, évite de porter un regard trop moralisateur sur ce genre de comportement qui reflète ces stratégies d'évitement et de survie face à la violence de l'esclavage. Le personnage d'Henri lui-même, qui joue tout au long de la série sur sa double identité de garçon qui est pris pour une fille, ça se prête beaucoup à des ressorts comiques, mais c'est aussi un moyen de survivre dans une situation où il est au départ dépassé par les événements. Il n'a pas demandé forcément à être libéré, il se retrouve pris dans tout un tas d'événements et il va essayer de survivre comme ça. On a d'autres exemples de ces stratégies d'évitement face à cette violence. On a également le fait que Bob et Henry vont mentir face à des miliciens du Missouri qui les conduisent de force dans une ville du Missouri alors qu'ils voulaient s'enfuir. On a aussi dans l'épisode 7, à la fin, Henry qui va mentir aux soldats fédéraux pour être ramené auprès de Owen Brown, le fils de John. Et tout ça, ça illustre bien le contrôle total qu'exerce l'esclavage sur les corps et sur la personne des esclaves, alors que la série évoque aussi, elle ne s'attarde pas dessus, mais c'est évoqué plusieurs fois et ça démontre là aussi toute cette violence, la séparation des familles qui qu'engendre l'esclavage. On a un personnage comme Bob qui dit qu'il n'a pas assez d'argent pour racheter toute sa famille. On a le cocher du colonel Washington aussi qui va à un moment s'énerver contre son maître qui est retenu en otage en lui disant qu'il ne s'est pas bien occupé de lui comme il le dit, qu'il a vendu sa famille et que non, il ne peut pas dire que, comme le dit Washington, qu'il a pris soin de lui depuis toujours, etc. etc. Donc, la série, elle ne s'attarde pas forcément là-dessus comme d'autres séries ou d'autres représentations de l'Amérique de cette époque peuvent le faire. C'est surtout Brown qui est évoqué, mais elle montre vraiment en toile de fond la violence de la répression et les conditions de vie déplorables des esclaves. On a l'exemple là aussi de l'enclos aux esclaves dans l'épisode 2 où va se retrouver le personnage de Bob et où on va rencontrer le personnage de Sidonia qui est tout bonnement effroyable. C'est, vous l'avez dit, une série sur l'abolitionnisme et c'est ce qui est intéressant, je voulais vous poser la question maintenant, c'est qu'on voit les différentes formes que peut prendre l'abolitionnisme parce que là on est centré, vous l'avez dit, sur la figure de John Brown, figure qui est une des plus marquantes de cet abolitionnisme violent. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi cet abolitionnisme qui est peut-être plus un abolitionnisme de salon, en tout cas un abolitionnisme qui est peut-être plus présent, vous allez me dire, je me trompe peut-être, mais dans les États plus au nord en tout cas. On voit aussi, et ça c'est très intéressant parce que c'est mis en avant justement par une autre série qui est disponible en ce moment sur Prime, c'est les actions clandestines abolitionnistes. Et donc la série c'est Underground Railroad qui montre bien ces filières d'évasion d'esclaves. Donc tout ça, c'est quand même intéressant de regarder The Good Lord Bird parce qu'on voit
tous les biais que prend cet abolitionnisme dans les années précédant la guerre de sécession. Oui, exactement. La série, elle va vraiment confronter différentes formes d'abolitionnisme qui parfois se complètent et qui bien souvent se complètent. Elle met en avant donc la violence de l'abolitionnisme de Brown, mais on voit aussi que on a un abolitionnisme, comme vous l'avez dit, beaucoup plus de salon avec Frédéric Douglass. Il est d'ailleurs, la série raille parfois beaucoup cet abolitionnisme-là. On voit donc les discours des bourgeois du Nord qui condamnent l'esclavage, mais qui n'en connaissent pas forcément la réalité. On a le personnage de Douglas lui-même, on en reparlera, mais qui, lorsqu'il est à la tribune, a des mots très forts, très violents, mais qui, lorsqu'il faut passer à l'action, va refuser de soutenir Brown en refusant de risquer sa vie. Parfois, ces formes d'abolitionnisme, on l'a dit, elles se complètent. Brown, il va faire lui aussi des discours, il va utiliser le personnage d'Henry pour gagner de l'argent, pour financer son action sur Harper's Ferry. Mais la série, elle va aussi mettre un point assez central au cœur de cette présentation de l'abolitionnisme, c'est le fait que dans l'abolitionnisme tel qu'il est pratiqué dans le Nord, la voix des esclaves est très peu écoutée, elle est très peu présente. C'est d'ailleurs évoqué dans l'épisode 3, hein, lorsque Douglas va reprocher à Brown de parler de l'esclavage, de combattre l'esclavage, de parler au nom des esclaves, mais de lui-même n'avoir jamais connu la servitude. Et tout ça, ça renvoie à des débats qui vont être très vifs pendant la guerre de sécession aussi sur quelle forme doit prendre l'émancipation. On va avoir ces dissensions qu'on trouve là entre un abolitionnisme de parole, de tribune, et un abolitionnisme beaucoup plus violent avec John Brown. On va retrouver ces débats-là lors des débats sur l'émancipation des esclaves pendant la guerre de sécession. C'est un des legs les plus importants de cette guerre, cette émancipation, mais elle n'était pas forcément un but de guerre premier de Lincoln, qui voulait surtout préserver l'Union, et elle n'a pas été uniforme. Elle n'arrive qu'après 2 ans de conflit, dans une Union où les résultats militaires commencent à être beaucoup plus favorables face à la Confédération. Et la série va bien le montrer d'ailleurs, c'est que cette émancipation des esclaves, si elle apporte en majorité des réactions de joie, si certains des esclaves libérés sont très heureux d'avoir été libérés, pardon, parfois ils vont être assez décontenancés aussi quant à la signification de cette liberté, et ça va être des enjeux, ça qu'on va retrouver aussi bien après, lors de la reconstruction après la guerre de sécession, c'est que faire de cette nouvelle liberté. Et ce débat-là, qui est aussi important dans l'abolitionnisme, tout le monde n'est pas d'accord avec comment libérer les esclaves, par quels moyens, mais aussi que faire après, une fois que ces esclaves ont été libérés. Eh bien, toute cette question-là, elle transparaît vraiment dans le personnage d'Henry, qui, avec Brown, va avoir une très longue discussion sur sa libération. Il va lui dire que lui n'avait pas forcément demandé à être libéré, que parfois il n'était pas tant maltraité que ça. Hein. Il va lui dire la première fois que j'ai souffert de la faim, du froid, etc., c'était avec votre bande. Et c'est assez intéressant, je trouve, de mettre en avant cette ambivalence-là, même si au final, Henry finit par retourner auprès de Brown et il se rend compte vraiment, voilà, ce combat pour la liberté est important. Et comme vous l'avez très bien dit, et ces différentes formes d'abolitionnisme, elles passent aussi par un abolitionnisme clandestin, l'Underground Railroad, donc, qui est très loin de l'action violente de Brown, de la manière dont il est représenté dans la série, et qui est donc ce chemin de fer souterrain qui permettait de conduire des esclaves en fuite vers la liberté, que ce soit dans le Nord ou au Canada, et on aura un épisode où Brown et Onion vont se rendre au Canada et rencontrer ces esclaves libérés qui eux-mêmes parfois vont s'opposer à cette forme d'action violente en disant qu'ils pourraient en faire partie, mais qu'ils veulent être sûrs que ça en vaut la peine, que c'est une action qui va porter ses fruits, etc., et qui sont donc parfois peut-être un peu plus réservés face à cette action violente.
C'est aussi, quand on voit la série, on comprend que l'abolitionnisme tire ses racines, des racines très profondes dans une société très, très religieuse, hein, une société américaine très religieuse, et on voit bien là-dessus la prégnance de la religion dans ce courant-là, tel que c'est représenté dans la série. Oui, exactement. Le personnage de John Brown il est beaucoup mis en avant par le biais de la religion. C'est un ressort comique aussi de la série avec ses prières qui s'éternisent, qui n'en finissent jamais. Ça permet aussi d'expliquer beaucoup d'erreurs qu'il fait et ça forge vraiment son personnage un peu mystique, un peu fou. Mais c'est quelque chose au-delà de ça qui est vraiment présent dans ce courant abolitionniste, la religion. C'est présenté parfois par les abolitionnistes comme un véritable devoir chrétien que de libérer les esclaves, et ça se retrouve vraiment tout au long de la vie de Brown, hein. Il est présenté comme puritain, comme prêchant la tempérance. Il demande parfois, enfin, il sermonne Onion parce qu'il s'est mis à boire dans le Missouri. Et d'ailleurs, pendant la guerre de sécession, les soldats unionistes ils vont souvent être caricaturés par les confédérés comme des puritains. Et ce côté-là va beaucoup ressortir, même si c'est une réputation qui est largement usurpée, puisque on a une immigration européenne massive qui est passée par là aux États-Unis et dans les États de l'Union, et où le puritanisme originel américain a été largement dilué. Le père de Brown lui-même était extrêmement religieux. Il cherchait des signes du salut un peu partout, et c'est un mysticisme qui fait sourire avec le personnage de John Brown, mais qui est aussi largement présent dans cette époque-là des États-Unis, puisque depuis à peu près 1812, on a un réveil religieux très important de la part des Américains, et la religion se développe extrêmement vite. Et donc, elle va embrasser parfois le combat abolitionniste, mais on le voit aussi dans la série. C'est aussi un argument qui va être utilisé par les sudistes pour justifier leur action d'esclavage et de mise en esclavage des Africains américains. Ils vont parfois présenter comme un véritable devoir chrétien, là aussi, le fait de prendre soin des esclaves qui seraient immatures, incapables de s'occuper d'eux-mêmes. Et c'est un argument d'ailleurs qui va être repris lors des négociations à Harper's Ferry. On a le personnage de Copeland dont la famille lui envoie un avocat et qui va dire les Noirs vivent mieux sous notre protection, abandonner cette folie, etc. etc. Et c'est une justification religieuse de l'esclavage qui va aussi faire partie de ce combat idéologique entre abolitionnistes et esclavagistes. Et on a d'ailleurs cette justification religieuse de l'esclavage qui va être invoquée dans l'épisode 6. On a la bande de Brown qui se réunit avant de lancer l'assaut, et l'un de ses membres dit les Blancs se sont servis des paroles de Jésus pendant qu'ils violaient et pillaient depuis très longtemps. Donc on voit que la religion, en effet, c'est un enjeu majeur de cette lutte pour ou contre l'esclavage. Et puis on le voit aussi par rapport au titre, hein, l'oiseau du bon Dieu. Et l'oiseau du bon Dieu, évidemment. Alors, dernière chose qu'on pourrait voir ensemble, Camille, c'est par rapport aux autres figures de l'abolitionnisme, puisque, vous l'avez bien sûr évoqué, John Brown n'est pas une figure la seule, en tout cas, il y en a d'autres, il y en a d'autres représentés dans la série. Alors, est-ce que vous pourriez nous en parler et nous montrer eux aussi quelles sont leurs actions? Est-ce qu'elles sont dans la veine de ce que propose John Brown, ou au contraire, est-ce qu'elles sont des marques? Oui, bien sûr, lors de la préparation de son assaut sur Harper's Ferry, John Brown va croiser d'autres abolitionnistes de renom. Ils sont traités de manière assez différente dans la série. Dans un premier temps, on a Frederick Douglass. C'est une figure majeure de l'abolitionnisme américain. Il est extrêmement connu. C'est un ancien esclave qui a réussi à s'enfuir. Il s'enfuit à New York où il va dénoncer l'esclavage dans ses meetings, on l'a vu. C'est un orateur majeur de ce mouvement abolitionniste. Il va témoigner vraiment de la dureté de l'esclavage aussi dans un livre qui s'appelle The Autobiography of Frederick Douglass, qu'il publie en 1845. Et la série, elle va choisir de montrer Douglas comme la coqueluche du Nord abolitionniste,
Elle le montre très embourgeoisé. Il s'est vraiment enrichi par sa lutte contre l'esclavage. Et un des ressorts de la série, on en a déjà un peu parlé, va être de confronter la radicalité de son discours et son refus d'une vraie action contre l'esclavage. On a même le personnage d'Henri qui dit que s'il l'avait su plus tôt, il aurait tiré dessus pour éviter qu'il ne trahisse John Brown. Puisque, ben voilà, contrairement à Brown qui sacrifie sa vie, qui va sacrifier aussi largement sa famille pour l'abolition, Douglas, lui, il, euh, il va rester dans cette posture uniquement très verbeuse de lutter contre l'esclavage par le biais de ses livres, de ses réunions publiques, etc. C'est souligné même par la voix off de Douglas lui-même dans l'épisode 7. Et ça sert à deux choses dans la série, à mon sens. Ça accentue quand même l'empathie envers Bran, puisqu'on prend vraiment conscience de son sacrifice et de son abnégation et de son investissement dans ce combat. Mais c'est aussi un ressort comique très important, puisqu'il est moqué pour sa très haute opinion de lui-même, pour le triangle amoureux aussi, qu'il y a chez lui avec ses deux épouses, un triangle amoureux qui est présumé historiquement, c'est-à-dire que voilà, on en a quelques traces, mais c'est pas forcément prouvé, c'est totalement assumé là, pour le coup, dans la série. Et ce ressort comique, il a l'avantage de souligner aussi cette divergence. C'est dans l'abolitionnisme qu'on évoquait tout à l'heure. Et le personnage de Douglas permet aussi, et c'est assez important, par cette suffisance qu'il a, de montrer une scène qui est assez anodine au premier abord, mais qui est quand même assez importante. Selon moi, on le voit à un moment se faire prendre en photo, voilà, en posant assez majestueusement, et elle marque de sa part une vraie volonté de rendre leur dignité aux esclaves ou aux Afro-Américains qui ont été libérés par le biais de ces portraits. Et ça, c'est aussi majeur dans la vie de Frédéric Douglass, c'est qu'il a rendu audible d'une manière très différente de Brown, mais assez complémentaire au final, le point de vue des esclaves et l'histoire d'esclaves, d'un esclave en l'occurrence, qui a réussi à s'en sortir, et c'est pas anodin qu'il ait réussi à le faire par l'écriture de son autobiographie. Ça, c'est un élément qui revient beaucoup dans la série. Henry, il apprend à lire et à écrire au contact de John Brown, et ça devient une vraie arme pour lutter contre l'esclavage. Donc, le personnage de Douglas voilà, est mis en avant d'une manière un peu ridicule, et sa figure est assez égratignée, mais elle permet quand même d'aborder ce personnage extrêmement important et le vrai rôle qu'il a joué quand même pour l'abolitionnisme, puisqu'il a réussi à populariser cette cause abolitionniste auprès des habitants du Nord. Il y a une deuxième figure qui est montrée, qui est mise en avant. Elle l'est un peu moins que Douglas, on la voit beaucoup moins, même si lorsqu'elle entre en scène, elle, euh, elle entre en scène de manière très noble et elle marque autant l'assistance que, je pense, le spectateur. C'est le personnage d'Harriet Tubman, c'est une autre grande figure de l'abolitionnisme. Elle est présentée de manière donc beaucoup plus positive. Et elle fait partie, je trouve, d'un certain nombre de personnages féminins qui sont assez forts, qui ne sont pas les personnages principaux, mais qui sont assez intéressants dans la série. On a Paille, Sibonia et Annie Brown aussi, peut-être un peu moins dans la série que dans le livre, mais qui sont des personnages qui, je trouve, surtout pour Sibonia et Tubman, sont assez marquants. Et Harriet Tubman, donc, c'est une ancienne esclave, elle aussi, qui est assez célèbre par sa fuite et qui a joué un rôle extrêmement important dans la réalisation de ce chemin de fer clandestin dont on parlait pour organiser la fuite des esclaves. Elle est un élément central du plan de John Brown, puisqu'elle a une sorte voilà, d'aura et de réseau qui permet de mobiliser assez rapidement et en grand nombre les fameuses abeilles que Brown va essayer de trouver tout au long de la série. Et donc, une partie de l'intrigue va être sur sa participation ou non aux événements d'Harper's Ferry.
Et si on ne s'attarde pas beaucoup plus sur le personnage, il est quand même, il montre un contraste là aussi assez intéressant avec John Brown, parce qu'elle apparaît très calme, très déterminée, très ordonnée même. Et ça contraste vraiment avec la folie qui émane de Brown. Et ces deux figures abolitionnistes qui sont mises en avant, elles vont permettre à la fois de placer vraiment le personnage de Brown comme assez original dans ce milieu-là. On voit qu'il est totalement inadapté face aux abolitionnistes du Nord. Il est très rustre, etc. Mais en même temps, elle permet de montrer qu'ils sont assez complémentaires au final et que la série parfois les oppose pour les faire se démarquer les uns des autres, mais leur action à tous les trois, elle permet chacun à sa place de mener vraiment ce combat contre l'esclavage et de sauver aussi les esclaves. Et c'est au final tout ce qui compte pour ces trois-là. Merci Camille pour l'analyse dans cet épisode 111 d'Histoire en série de la série The Good Lord Bird, donc qui traitait de cette Amérique du Sud, en tout cas, enfin des Sud des États-Unis plutôt, dans la période pré-guerre de sécession, à la fin des années 1850. Ce qui va suivre, bien sûr, tout le monde connaît la suite avec cette guerre civile qui va durer jusqu'en 1865, se terminer par la victoire donc, du Nord, et donc arriver à l'abolition de l'esclavage. Alors, vous avez, vous Camille, donné une bibliographie indicative qui va permettre, avec notamment des sites internet très intéressants, notamment celui de la bibliothèque de Kansas, qui permet d'aller plus loin sur ces événements-là, de mieux les comprendre. Alors, bien sûr, il faut lire et comprendre en anglais, mais c'est très intéressant. Vous avez montré tout ça pendant cette émission-là. Et puis, pour celles et ceux qui voudraient avoir le résumé de l'émission, vous vous rendez sur le site de notre partenaire nonfiction.fr pour véritablement avoir accès au résumé ainsi que les liens pour aller écouter le podcast vers tous les grands sites de podcast et sur YouTube. La bibliographie, je l'ai dit, elle est disponible à la page de l'émission sur notre site histoireensérie.com. Et puis, si vous voulez poursuivre la discussion avec nous, vous pouvez nous retrouver sur Twitter avec sur le @histoire-série. Abonnez-vous à notre compte, vous suivrez toute l'actualité des enregistrements et des parutions. Et puis, vous avez aussi le groupe Facebook d'Histoire en série qui vous permettra d'avoir des informations sur tout ce qui a été fait par le podcast. Camille, il ne me reste plus qu'à vous remercier et puis à vous dire peut-être à une prochaine émission. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Merci pour l'invitation. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel launches to clear. Such a beautiful planet populated by a strangely animals. Unless I'm mistaken, you want to move forward in a way. No.